Le petit s pluriel ici l'indique, et je le dis d'avance, que le concept pour comparer n'est pas encore trouvé à mon avis. Et mon travail de chercher un tel concept ne se réfère pas à des sujets concrets, comme le journalisme ou le système des médias, on a déjà écouté quelque chose là-dessus, ou les publics dans les deux pays, mais sur l'objet abstrait du corpus disciplinaire dans les deux pays, la France et l'Allemagne. Deux pays voisins qui s'ignorent plus ou moins dans nos sciences de la communication. Ces ateliers DFH, UFA que nous organisons font partie de l'idée de construire un milieu de recherche franco-allemand plus approfondi. On pourrait parler en anglais aujourd'hui, et la machine a déjà essayé, je pense, tout le monde l'a vu, mais financé par la UFA, Deutsch-Französische Hochschule, c'est A, presque impossible. Et B, s'exprimer dans les deux langues peut, à mon avis, aider à apprendre quelque chose sur les thèmes, les thématiques, les concepts, les idées de la recherche en communication dans les deux pays. Dès maintenant, la plupart des livres publiés au sein des sciences de l'information et de la communication n'est pas traduit en anglais, ni en France, ni en Allemagne, et même en Allemagne, on a cette situation que tout le monde presque doit publier aussi en anglais pour avoir une carrière, en fait, en Allemagne. En France, je ne pense pas. Alors, je m'excuse d'avance de toute faute de langue et ma conférence pose plusieurs problèmes pas négligeables en plus. Une perspective très sélective et cette perspective est formée dans le contexte allemand. Et ce contexte est dominé par le paradigme dans lequel moi, je suis socialisée, recherche standardisée, analyse de contenu, fonctionnalisme, théorie des systèmes qui a dominé ma vie d'étudiante et ma socialisation scientifique. Mais il faut le dire, les sciences de la communication en Allemagne ont beaucoup changé entre-temps. Pendant les 2 dernières décennies, envers des approches des cultural studies, de la médiatisation, de la communication visuelle, numérique surtout. J'y reviens. En fait, on a affaire avec des disciplines consacrées à la communication, un terme de Sarah Cordonnier, qui bougent avec leurs objets, les médias et leurs technologies qui sont assez dynamiques. Avant de présenter mes observations concernant ces dynamiques, laissez-moi ouvrir un milieu franco-allemand aussi, qui nous avait précédés et je suis très, très heureuse que Ursula Eckhoff peut nous écouter. Alors, on la voit, vous allez Ursula Eckhoff sur la photo. Alors, un milieu franco-allemand qui nous a précédés, en fait, et préparé aussi. Et les deux professeurs, Ursula Eckhoff et Pierre Albert, avaient établi un milieu de recherche en histoire de la presse entre Munich et Paris, Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung à la LMU et Institut français de presse, Panthéon-Assas, Paris 2. Un milieu qui était très actif dans les années 80, les années 99. On organisait des conférences, des ateliers d'études, on élargit le champ et invitait des collègues venant des deux pays concernant des thématiques comme le journalisme, les audiences, les usages, les écritures de la presse et les discours. On publiait des résultats et parfois bilingues dans les deux langues dans un même livre. Et alors, c'était assez compliqué, je pense, parce que c'est cher et ça posait des problèmes de traduction et tout cela. Koch et Albert nous font voir une discipline vide de ses acteurs, une discipline à regarder comme nous a appris la sociologie des savoirs et des disciplines, comme un corpus social organisé et comme un corpus d'idées, tous les deux étroitement liés. Pour s'approcher de cette complexité sociale et cognitive d'une discipline, SIC, ou sciences de la communication des médias ou Kommunikationswissenschaft, ce schéma de Maria Löblich et Andreas Scheu est très utile. Une discipline n'est jamais autonome, mais doit toujours être mise en relation avec des idées parfois longtemps établies, des institutions, des organisations et leur dynamique, et un facteur non négligeable, on a déjà écouté, pour notre discipline, le développement des médias et leurs technologies comme objet de recherche. À mon avis, le facteur de milieu comme facteur analytique et empirique manque un peu ici dans ce modèle.
Les biographies ne sont pas isolées, mais intégrées dans des milieux de chercheurs qui traversent les institutions et les pays. À Munich, Ursula Koch, elle-même nous a raconté dans quelques interviews, était plus ou moins isolée avec ses intérêts francophones. Une expérience qui est partagée par beaucoup d'entre nous, je pense. Un peu isolé en Allemagne, mais connecté avec les pays voisins dans un milieu transnational. Cette dimension transnationale manque au modèle, mais on peut l'ajouter simplement ou pas si simplement. Avec des lunettes transnationales transfrontalières, les dimensions se doublent, mais est-ce qu'elles se dépassent? Où sont les milieux franco-allemands ainsi qu'aujourd'hui? Ce n'est pas trop simple de trouver ce ou ces milieux aujourd'hui, 25 ans après la coopération étroite entre Munich et Paris. Fabienne Karsten, Sarah et moi ont formulé la diagnose du milieu qui manque dans cet article. Pendant les derniers 20 ans, en fait, on a eu de la recherche franco-allemande et vous tous y ont contribué, mais très singulièrement et plutôt hors d'un milieu ou d'une institution, organisation quelconque. J'aimerais bien expliquer pourquoi, ou peut-être pourquoi. Les raisons se cachent dans l'épistémologie et dans l'histoire de ces deux sciences consacrées à la communication, les cycles français et la Kommunikationswissenschaft allemande, en ce qui concerne le corpus cognitif de ces sciences. Prenons comme point de départ la notion de la sociologie des sciences sur l'interrelation de l'histoire cognitive et l'histoire sociale d'une science, de discipline. Maria Löblich et moi, Maria Löblich est basée à Berlin maintenant, elle était à la LMU à Munich avant. Nous avons développé un schéma catégoriel pour analyser autant l'histoire que l'état actuel d'une discipline ou d'un champ disciplinaire, les deux faces d'une même médaille. Alors, on trouve ici corps d'idées, les champs de recherche, les problématiques, les questions, les paradigmes, les méthodologies, les méthodes, l'enseignement aussi, qui est ancré dans la recherche appliquée, les orientations normatives de l'éthique de la science elle-même, les méta-réflexions sur les cycles et évaluation par les pairs. Alors ça, c'est le corpus d'idées. En même temps, c'est entremêlé avec le corpus social. Alors les acteurs, les biographies, les milieux, les alliances institutionnelles aussi avec les organisations, les entreprises de médias, etc. Et aussi des orientations normatives, par exemple la durabilité aujourd'hui, alors les orientations normatives plutôt aux côtés des scientifiques et pas de la recherche, et l'évaluation par le public et la société, aussi par la politique, les entreprises, les étudiants. Et je pense que ce facteur d'évaluation, j'y reviens, c'est un facteur très important aujourd'hui et aussi très ambigu parce qu'on connaît aussi les évaluations par Google Scholar et par les index Hirsch, etc. Oui. Il n'est évidemment pas suffisant de faire référence exclusivement à un seul contexte national et ou comparatiste. Il y a aussi le trans. Les communautés scientifiques sont toujours influencées par les dynamiques transnationales entre les milieux scientifiques de plusieurs pays et de plusieurs époques. En plus, ces milieux scientifiques sont composés par différentes générations de chercheurs, y compris leur contexte socio-politique, médiatique et académique. Il y a des gens qui traversent les frontières, on a vu avec Pierre Albert et Ursula Koch, par exemple, mais même quand c'est difficile et compliqué entre la France et l'Allemagne, il n'y a pas une discipline, mais des disciplines consacrées à la communication, comme Sarah l'a dit. En Allemagne, en plus, on a déjà écouté aussi, il y a cette fossé entre la communication et la Medienwissenschaft. L'une une science sociale, la Kommunikationswissenschaft, l'autre plus orientée vers les sciences littéraires, vers la sémiotique, l'esthétique, les dispositifs médiatiques et, à mon avis, plus proche aux voisins français. J'aimerais bien discuter cette observation plus tard avec vous et Hedwig Wagner va en parler la semaine prochaine. Maintenant, un pas envers la différence franco-allemande ainsi que ou à l'incomparable. Il y a aussi le grand incomparable, je pense.
Il y a un passé allemand qui est singulier et longtemps négligé, taboué dans la Kommunikationswissenschaft, son passé nazi. La Zeitungswissenschaft, la science de la presse, est née déjà en 2016. Théorie avancée basée sur les écrits de Simmel, de Weber, de Tönnies, dans un milieu scientifique entre les sciences de la presse, la sociologie, l'économie, l'histoire, l'approche des analyses, des discours, des tubes critiques, même à Francfort et dans d'autres endroits inspirés par Horkheimer et Karl Mannheim, à Francfort par exemple par Wilhelm Kalli. Alors c'était un milieu assez avancé, très ambitionné, et on produisait des écrits vraiment oui, très intéressants à lire jusqu'à maintenant. Mais après 1933, les sciences de la presse étaient conformes à l'État nazi. Il y a l'expulsion, l'immigration des scientifiques juifs et anti-NS. On connaît très bien l'histoire de Paul Lazarsfeld, mais on a eu aussi en Allemagne des gens qui s'enfuyaient de l'Allemagne, et c'était pour la plupart des scientifiques très jeunes, et ils ont eu leur carrière après en Angleterre et aux États-Unis plutôt. Après 1945, il était, à mon avis, c'est pas mon avis seul, c'est aussi le livre ici de Durkowitsch, Bernd Semrath et Fritz Hausiel, Une spirale de silence, le grand oubli. Et Maria Löblich nommait ça aussi la sozialwissenschaftliche Wende. Alors, la Kommunikationswissenschaft en Allemagne devenait plus positiviste, on adaptait le modèle lazarsfeldien, on était positiviste, rationaliste, anti-idéologiste en plus. Alors, c'est pas mal en soi, mais il faut les lire vraiment de cette histoire de l'oubli du passé nazi aussi. Alors, la nouvelle Publizistikwissenschaft, Kommunikationswissenschaft, se voulait établir comme anti-idéologique surtout. Et c'était un point de départ pas comparable à la France, je pense. En France, la recherche et son relation à la recherche nord-américaine était différente, pas tellement penchée vers le modèle lazarsfeldien, lesfeldien, ou de Bernard Bereson avec la content analysis. Mais en France, on trouve beaucoup des adoptions de la tradition nord-américaine, surtout en philosophie sociale, le modèle Mead-Peirce, l'interactionnisme symbolique, sémiologie avec Véron et autres en France, et l'école de Francfort, et aussi il y a vraiment une ligne des adaptations de l'école de Francfort, l'école de Francfort immigrée, théorie critique, industrie culturelle, approche communicationnelle. En Allemagne, la Kommunikationswissenschaft, enfin, pendant les dernières années, a réanimé un peu les approches critiques. Les approches critiques gagnent du terrain encore, mais c'est une dynamique assez nouvelle. Par exemple, aussi avec le Netzwerk kritische Kommunikationswissenschaft, le CRICOVI et autres acteurs organisés, analysant maintenant les plateformes numériques comme Google et Facebook et leurs économies, le populisme et les discours de haine, mais aussi la communication écologique et la contribution de la communication à la durabilité, etc. Alors, on a eu toujours Habermas, alors la seconde génération de l'école de Francfort en Allemagne, mais la première génération avec Adorno, Horkheimer, à mon avis, était mieux adaptée dans la Medienwissenschaft et pas dans la Kommunikationswissenschaft en Allemagne. Et les raisons sont que la science de la presse était tellement intermêlée avec l'État nazi qu'on voulait vraiment surpasser un corpus d'idées trop philosophique un peu, et on marchait vers le positivisme et le rationalisme empirique. Ainsi qu'en France, pour résumer un peu, on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, il y a aussi quelques phases à mentionner.
Les sciences de l'information et de la communication ont vu le jour dans les années 70 comme corpus disciplinaire, alors très tard en comparaison internationale. Mais il y avait des précurseurs. L'Institut français de presse a été fondé en 1937. Le CELSA, la Grande École de la communication de la Sorbonne, en 1957. L'Institut universitaire technologique de Bordeaux, spécialisation information communication, en 1967, je pense. Dans une première phase, on peut constater un discours épistémologique très fort qui dominait le tableau. Dans une deuxième phase, quand la science était établie un peu, la phase de la recherche de la méthodologie et la recherche d'analyse du terrain, alors vers les objets concrets. Et alors cette deuxième phase est très, très intéressante comparée à l'Allemagne. À cette époque, les recherches dans les pays germanophones sur les usages, alors dans les années 80, font uniquement, ou plutôt uniquement, référence aux mass médias et pas du tout à la télématique, quelque chose comme ça. Même le téléphone était vraiment un objet étrange. Il était un livre de Klaus Beck et autres à Berlin à la fin des années 80, mais c'était le seul qu'on trouve. En France, on commençait très tôt avec ce type de recherches sur les usages sociaux des outils technologiques dans le quotidien des gens. Comparé à l'Allemagne, avec la recherche sur le téléphone, le Minitel, le vidéotexte, l'ordinateur, la recherche française était en avance, surtout concernant la sociologie des usages et des nouveaux dispositifs. Alors, le Minitel n'existait pas en Allemagne en plus. Le rapport Nora-Munk sur l'informatisation de la société et la télématique en 1977 était un premier signal politique et scientifique dans ce domaine de recherche en France. L'analyse de la communication sociale dans les sociétés médiatisées en transformation permanente. C'est là dans un paradigme de la sémiotique sociale et de l'analyse critique de la culture populaire, et pas dans le cadre du fonctionnalisme nord-américain comme dans les années 80 en Allemagne. Et en Amérique, c'est encore autre chose parce qu'ils ont beaucoup des approches différentes. Alors, ce n'est pas une monoculture comme la vieille Publizistik-Wissenschaft allemande. À mon avis, la Kommunikationswissenschaft en Allemagne avait eu besoin des études culturelles britanniques et de l'approche de la médiatisation de Friedrich Krotz, Andreas Hepp et autres, eux-mêmes avec une base forte dans les Cultural Studies pour briser avec leur tradition et de s'ouvrir vers une approche communicationnelle plus vaste que l'approche mass média. Et c'était dans les années 90, alors plus tard qu'en France. Ce chemin était plus difficile en Allemagne qu'en France, me semble-t-il, et maintenant. Le numérique est un thème global. Les marchés des médias se globalisent, alors il faut ouvrir l'horizon vers la transnationale et vers le global aussi. Ici, seulement quelques tendances surtout de cet livre, Kommunikationswissenschaft im internationalen Vergleich, édité par moi, mais écrit en fait par plus de 20 collègues venant de 15 pays, dont la France avec Carsten Wilhelm et Olivier Stevenin, et l'Allemagne. Les transgressions, premièrement, on observe dans presque tous ces pays, et c'était aussi des pays de l'Europe de l'Est, pour l'Afrique, le continent africain seulement. Alors pour l'Égypte, on avait eu des pays de l'Amérique latine. On peut dire tous les pays racontaient il y a une nouvelle intertransdisciplinarité avec l'informatique. Alors l'informatique comme un partenaire nouvel. Deuxièmement, programme d'études au niveau de master en anglais, en Allemagne surtout, je pense, pas tellement en France. Troisièmement, le renouvellement des théories méthodologies en direction datafication, médiatisation, groupe de recherche dans les CREA autour de cette thématique. Les CREA, c'est the European Communication Research and Education Association, alors la société européenne ainsi. Quatrièmement, le recrutement intrascientifique. Peu de professeurs
avec expérience professionnelle en journalisme, relations publiques, contrairement au passé. Aujourd'hui, la science recrute la science. Alors, personnes comme moi ou comme Irène, qui ont vraiment travaillé comme journaliste, maintenant c'est rare. Cinquièmement, la profession du journalisme est moins favorisée par les étudiants. Je ne sais pas si c'est aussi le cas au CSA, mais à Brême, c'est le cas. Il y a la demande du marketing numérique, devenir expert des réseaux sociaux, etc. Du côté des étudiants. Sixièmement, les carrières académiques deviennent plus instables. Et c'est un peu un paradoxe parce qu'on a seulement la carrière scientifique maintenant et pas une autre, même quand plus instable et de plus en plus structurée par des logiques de concurrence, la qualification par impact, Google Scholar, Hirsch Index, etc. Et même en France, on a maintenant établi le loi pluriannuelle, alors das Wissenschaftszeitvertragsgesetz que nous savons si bien de l'Allemagne est aussi actif en France maintenant. Les tendances vers les globales, de-westernization, la critique de la science, de la communication qui est tellement blanc. Alors, il y a une dominance de l'Europe et de l'Amérique du Nord dans notre champ. Dernièrement, les tendances vers une nouvelle approche critique, et c'était aussi quelque chose observé dans tous les pays, dans notre focus, critique et analyse de l'économie numérique, aussi de la communication discriminatoire, des haines, etc., et analyse de la communication en termes de durabilité. Alors, communication pour une nouvelle écologie et aussi communication comme une écologie, un peu. Alors, ce sont les tendances qu'on peut observer aujourd'hui et la France et l'Allemagne sont là-dedans. Et je pense ou j'espère que pendant notre atelier ici, on apprend mieux sur cela. Encore cette visualisation, on voit très bien après mon parcours, du moins je l'espère, que ces tendances qu'on voit maintenant concernent les champs non scientifiques ainsi que les disciplines eux-mêmes et que les objets et concepts des idées voyagent pas comme tels d'un pays à un autre, mais ils sont influencés par tous ces facteurs décrits par Maria Löblich et Andrea Scheu. Et cela concerne nos ateliers franco-allemands qui commencent aujourd'hui. Et c'est un passage, une citation de notre intract, de notre soumission à la DFH. Alors, nous nous basons sur Appadurai, qui a compris les milieux intertransnationaux comme des localisations au sens de lieux sociaux, des pratiques de pensée, d'écriture et de science making, les pratiques de la science qui, d'une part, veulent mettre en place un environnement de recherche autoréflexif et autocritique, un réseau de chercheurs et d'autre part veulent mettre en mouvement une dynamique de recherche. Alors, c'est un peu notre but que nous avons et alors c'est un pas dans cette direction que nous faisons ici ensemble, je pense.